On continue notre voyage au pays des kanji. Un abo, un like, ça aide énormément. Alors, numéro 1871. On commence par la rizière. Ok. En dessous de ma rizière, je vais avoir un nouveau composant. 4 petits traits comme ça, qui ressemblent à pouf, un petit feu d'artifice. Et on va leur donner le sens d'étincelles. Des petites étincelles. Et en dessous, j'ai fait 2 billets. On va le faire un peu plus plat. J'ai la terre, le sol. Ok. Je vais arriver. Ce kanji, il me fait penser au baseball. Pourquoi? Parce que on s'en sert pour, si je dis pas de bêtises, hein, voilà, désigner les bases au baseball. Les petits, vous savez, les petits endroits là. J'ai jamais rien compris aux règles du baseball. Enfin, j'ai jamais eu complètement la patience de tout écouter aussi. Mais bon, voilà. Et on les appelle Rui comme ça. Alors ça peut être aussi Toride qui désigne un fort pareil, une base, une base d'opération militaire, ce genre de choses. Bon, on a un autre kanji d'ailleurs pour Toride aussi, non? Ouais. Voilà, donc ça c'est quand même vachement plus rare, hein, c'est vraiment la lecture de i qu'on trouve assez fréquemment sur ce kanji. J'essaie de voir si je lui avais mis d'autres sens en français. Oui. Ah oui, j'avais noté un fortin. C'est joli, ça, un petit fortin. Comme une forteresse. Une petite forteresse. Ouais. Moi, j'avais pensé, comme image mentale, pour mémoriser ce kanji, je m'étais fait une histoire avec les paysans dans les rizières, et qui, pour défendre leur terrain, avaient construit une forteresse depuis laquelle, quand ils menaçaient de se faire attaquer, ils envoyaient des étincelles, ils envoyaient des feux d'artifice comme ça pour montrer leur puissance de feu et que ça permettait de les défendre. Voilà. Donc j'avais l'idée de fortin, de forteresse. Je sais pas pourquoi j'avais aussi pensé au... Quand il y avait cette histoire de baseball, j'avais pensé aussi à l'hymne américain. Parce que vous savez, l'hymne américain, ça parle du drapeau qui est resté bien droit et bien flottant en haut du fort malgré les combats et les The Rockets Red Glare, ils disent ça dans la chanson, c'est toutes les étincelles de la bataille, quoi, hein. Donc moi j'avais pensé aussi à ça pour le lier au baseball. Voilà. Sinon c'est mes paysans qui ont construit un fortin. Voilà. Le suivant, c'est un kanji très courant, hein, probablement N4, peut-être N5. On commence par le blanc. Shiroi. Shiro. En haut. De part et d'autre du blanc, on va faire des petites étincelles. Ok. Et en dessous, je vais avoir un arbre. Un petit arbre. Et ce kanji, c'est un beau kanji. C'est un kanji que j'aime énormément puisque c'est celui des choses agréables et notamment de la musique. Voilà, la musique. Donc, vous voyez, c'est le gaku du mot ongaku, hein, la musique. Ou l'adjectif tanoshi qui veut dire fun, amusant, hein, quelque chose d'agréable à faire. On a aussi le verbe tanoshimu qui veut dire prendre du plaisir à faire quelque chose. Et on a aussi la lecture raku, qui est d'ailleurs un adjectif raku qui veut dire quelque chose de... un adjectif en a, quelque chose de facile, simple à faire. Raku, ça veut dire c'est tout simple, c'est très facile. Hein, tanoshimu, tanoshi, ongaku. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme histoire à ce kanji? On a un truc blanc au-dessus des arbres. Moi, j'avais pensé à un flash de lumière blanche lors avec des petites étincelles, donc un feu d'artifice qu'on voyait au-dessus de la cime des arbres,
lors d'un grand spectacle son et lumière, avec une belle musique assourdissante. Vous savez, souvent lors des feux d'artifice, on peut avoir aussi des diffusions de son un peu sympas, hein. Et ça, je trouve ça pas mal, et je trouve ça colle bien avec l'idée de la musique qui accompagne un beau feu d'artifice au-dessus de la forêt. Après, je recommande pas faire un feu d'artifice dans la forêt parce que ça peut un peu cramer les arbres. Donc ça, je dis moyen. Voilà, voilà. Le suivant lui ressemble beaucoup et souvent on le confond. Donc faut faire attention. D'abord, on a la clé des plantes et des fleurs, là-haut. Ok? Et en dessous, j'ai ma musique, ma chose agréable. Tanoshi. On s'amuse avec des plantes. On peut faire une histoire déjà assez sympa pour ce kanji. Puisque ce kanji, c'est le kanji de kusuri. Kusuri, effectivement, les médicaments. Hein, bien vu dans le chat, Zogi Zogi. Donc kusuri, les médicaments. Bah, les plantes qui font que tu te dis, oh, Tanoshi. Donc tu peux penser à des drogues récréatives. Voilà, voilà. Il se prononce donc kusuri, tout seul pour dire un médicament. Et on a aussi yaku, cette prononciation yaku, qu'on peut trouver dans des mots composés, comme par exemple mayaku, qui désigne. Oula, ouais. Hein, mayaku, les drogues, hein, qui est dérivé de l'opium, notamment. Et on a aussi, par extension, ça désigne des produits chimiques, quoi. On peut dire non, il n'y a que, si je dis pas de bêtises, non. Voilà, hein, pour les pesticides, c'est-à-dire les produits chimiques qu'on utilise dans l'agriculture. Voilà, voilà. Donc ce Tanoshi Kuseri. Le suivant. Alors, on va commencer par le mystère. Hein, le Gen de Genkan. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de celui-là. À gauche et à droite de ce mystère, on va avoir nos petites étincelles. Oui, là, c'est moche ce kanji, hein. Et en dessous, je vais avoir le chiffre 10, Dieu, auquel notre ami Haïsig a aussi mis le sens d'aiguille. Bon. Donc, on a un kanji pas particulièrement beau, je trouve, perso. Et au niveau du sens, ça désigne un ratio, une proportion de quelque chose. Souvent, on va avoir la prononciation ritsu. Non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est ça? Ouais, riritsu, hein, ça veut dire le taux d'intérêt dans un emprunt, par exemple. Donc c'est un taux, un pourcentage, une part de quelque chose, un ratio. On a aussi le verbe hikiru qui veut dire commander, mener, être le leader d'un groupe. Et aussi, la lecture sotsu, c'est un peu plus rare quand même, hein. C'est quand même clairement plus rare. Parce qu'on a un autre kanji pour ça. Le sotsu de Sutsugyo, par exemple. Donc voilà, un ratio, une part. Alors, le mystère. Et les étincelles et 10. Ok, j'ai une idée. Si dans son couple ou avec son partenaire, son ou sa partenaire, on veut garder un peu on veut continuer à faire des étincelles longtemps, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il faut garder une part de mystère, d'à peu près 10%, on va dire, hein. 10%, on va dire que c'est la part qu'il faut garder pour soi et qu'il faut pas trop révéler, hein. 10% de mystère, c'est bien pour garder des étincelles. C'est un bon ratio pour continuer à faire des étincelles dans une relation amoureuse. Ça peut être pas mal, ça, comme histoire. Je vous la donne. Utilisez-la si vous voulez.
Moi, l'histoire que j'avais utilisée, c'était un truc beaucoup plus compliqué qui impliquait l'homme masqué dans Sailor Moon et je sais même plus ce que ça. Je l'ai un peu zappé. Mais bon, j'ai mémorisé le kanji, c'est ce qui compte. Voilà, voilà. Ensuite, on a un kanji qu'on trouve dans le nom d'un quartier de Tokyo, assailli par les touristes et aussi les gens de Tokyo, bien sûr. Donc, on commence par la clé de l'eau, Sanzui, à gauche. À droite, on va avoir Tomaru, Tomeru, arrêter. L'arrêt. Ok. Et en dessous, je vais avoir mes petites étincelles. Ok. Oh, il me l'a pas reconnu. Ah bah si, il me l'a mis là. Check. Ce petit kanji. Alors, il a un sens premier un peu compliqué qui est astringent, comme un goût astringent. Je sais même pas comment vous décrire ça exactement. Les saveurs, c'est pas mon expertise. Les saveurs, la botanique, voilà, différents domaines dans lesquels vous savez, je suis pas trop fort. Ah oui, avoir la diarrhée. Ah bah ça, je suis jamais tombé dessus. Bon, c'est pas grave. Il y a aussi l'idée que on fait quelque chose contre sa volonté, hein. On n'a pas envie de faire la chose en question. Et c'est bon. En vrai, on va surtout retenir que c'est le Shibu de Shibuya. Hein, Shibuya, le fameux quartier de Tokyo avec son très grand croisement. Donc voilà, on a l'expression Shibu Shibu qui veut dire à son corps défendant quand on n'a pas vraiment envie de le faire, quoi. Shibu Shibu. Hein. À contre-cœur, voilà. À contre-cœur, plutôt qu'à son corps défendant, c'est un peu dur. Voilà. On a aussi l'adjectif shibui qui veut dire donc normalement quelque chose d'astringent, un goût plutôt amer, mais euh, ça peut aussi vouloir dire quelque chose de très raffiné, de très élégant. Vous voyez, les Japonais ont un goût assez minimaliste normalement, hein. L'esthétique japonaise, c'est pas censé être clinquant, c'est censé être shibui. C'est censé être, voilà, la longue robe noire, très élégante, tout ça. Voilà, mais des choses plutôt dépouillées et raffinées. Donc dépouillé dans le raffinement, il y a aussi cette idée avec l'adjectif shibui. Voilà, et on trouve cette lecture du, par exemple dans le mot jutai, qui veut dire un embouteillage. Un embouteillage. Voilà, voilà. Donc un kanji, ma foi, qu'on voit quand même assez souvent, surtout quand on passe à Tokyo, avec Shibuya. Donc, euh, à quoi on peut penser par rapport à ce goût amer, ce goût astringent, si on prend ça comme mot-clé hein, pour bien le retenir. Bah, on peut dire qu'on va arrêter, que si on arrête de mettre de l'eau, avec mes petites étincelles, ça va être compliqué. On peut peut-être penser à un cocktail. Vous savez, parfois il y a des cocktails dans lesquels on peut mettre. Non, pas une cocktail dress. Je sais pas pourquoi. Je pense à, tu sais, aux bougies. Ah bah voilà, moi je pense à ça. Peut-être qu'on peut avoir un peu cette image-là dans la tête. Vous voyez? Hein, on a mis voilà, c'était la fête. On a mis un bâton avec des paillettes dans l'eau, de mon verre, hein, parce que c'était la fête, c'était mon anniversaire. Mais alors moi, je n'arrête pas de rajouter de la flotte dedans parce que on m'a versé une rasade de Campari et je trouve ça beaucoup trop amer. Ok, je suis allé chercher loin. Hein. Mais si vous avez déjà bu pour la première fois qu'on boit un Campari, un Martini, enfin parfois des choses assez sèches, là on peut dire ouf, c'est amer ce truc-là. Hein. Bah peut-être qu'on peut se faire un truc comme ça. Pour retenir astringent, ce qui est quand même pas le plus facile. Hein, le plus facile à retenir. Ok. Shibuya, Shibuya. Alors, le suivant. Pas évident aussi. Donc j'ai mes doigts à gauche, les doigts, la main. À droite, j'ai une oreille. Et en dessous de mon oreille, je vous le donne en mille, mes petites étincelles. Ok. Euh, Pas évident ce kanji là.
Puisqu'il peut avoir le sens de faire quelque chose par procuration. C'est le sens de l'adjectif anglais, la vicarious, vicariously, par procuration. Le fait qu'on ne fait pas quelque chose soi-même, qu'on le délègue à quelqu'un, hein, qui nous sert de suppléant, hein, voilà, l'idée d'agir à la place de quelqu'un. Ok. Donc moi, si on garde le sens de par procuration, alors ouais, qu'est-ce qu'on peut avoir comme... ouais, pas évident, hein. Ouais, c'est quand même un sens assez abstrait, hein. Bon, c'est pas le kanji qu'on voit le plus souvent, hein. On voit souvent avec cette prononciation setsu. Et si on dit qu'on fait des choses par procuration, moi j'avais pensé que j'avais pas pu aller à un feu d'artifice. Et donc, ce qui se passait, c'est que j'entendais le feu d'artifice dans mes oreilles et je sentais, mais j'avais mes mains qui vibraient parce que moi j'avais dû rester travailler, je sais pas moi où, à un restaurant par exemple, et je voyais pas le feu d'artifice parce que je travaillais à ce moment-là. Mais je ressentais dans mes mains et par mes oreilles le, les bruits du feu d'artifice, les vibrations, et ça me donnait l'impression quand même d'être là, d'y être sans y être, d'y être un peu par procuration, comme si, voilà, en imaginant quand mes amis vont revenir, ils vont me dire ah c'était trop beau et tout, et ça va me donner l'impression d'y avoir été quand même. Donc pas facile, facile celui-là, hein. Il y a quoi, kansetsu avec? Non. Ah, sécher, ouais. La prise d'un médicament notamment. Setai. La providence, setsuri. Ouais, c'est quand même du vocabulaire assez complexe, hein. Pas trop grave si celui-là il met un petit peu de temps à rentrer. Ensuite, ah, le suivant il est très joli. Et c'est une autre façon d'indiquer le centre. Donc vous voyez, j'ai fait d'abord mon petit trait là. Ensuite, je ferme ma boîte comme ça. Je fais un trait qui dépasse des deux côtés. Ok. Et puis après, j'ai une personne, j'ai hito au milieu, hein, la personne. Ce kanji veut donc dire le centre. Il ne faut pas le confondre avec naka, hein, qui est au milieu, dedans. Mais vous voyez, ils sont quand même un petit peu cousins, hein, ces deux kanji, hein. Visuellement, ils ont une parenté, hein. Ils ont une forme de parenté. Euh, donc voilà, on reconnaît aussi Ooki, hein, le grand là, avec juste cette espèce de petite couronne au-dessus. On peut peut-être voilà, penser à une grande personne qui reste au centre de la pièce. Peut-être la grande personne, la tête couronnée, est au centre de la pièce. Ça peut marcher comme ça. Euh, Au niveau des prononciations, il est sympa, il n'y en a qu'une, c'est O, hein, un O long. Notamment, on le trouve dans le mot tuo, qui veut donc dire le centre, hein, le milieu. Tuo. Voilà, ouais, on peut s'imaginer qu'au centre de la pièce, il y a une grande personne avec une couronne sur la tête. Et que c'est le roi ou la reine, le souverain, la souveraine. Et alors, quel pays a eu très longtemps une reine et a maintenant un roi? Je vous le donne en mille. L'Angleterre, c'est le sens du kanji qu'on va voir là. Donc on a en haut, vous voyez la clé des plantes, des fleurs, et en dessous, j'ai le centre. Hop. Ah, la prononciation change, hein. C'est plutôt E, comme oh, Hanabusa, c'est rarissime. Mais surtout hein, comme dans ego, qui veut donc dire la langue anglaise. Donc voilà, on a tendance à les confondre, hein, ces deux kanji, mais voilà, retenez bien qu'avec l'Angleterre, il y a les plantes en plus.
Moi, j'avais pensé qu'à un moment, il y avait une guerre civile en Angleterre qui s'appelait la guerre des Roses. Enfin, guerre civile, guerre de succession en tout cas, entre des branches rivales. Voilà, l'histoire, les fleurs, les roses, voilà, et le centre, ben, peut-être que le peuple se retrouve au centre de cette guerre, la guerre des roses, et que ça me fait penser à l'Angleterre, hein. C'est un kanji que vous allez voir souvent, au niveau JLPT N4. Et il ne faut pas le confondre aussi avec le suivant. Et oui, là, je vais avoir le jour, le soleil, et à droite, donc, mon milieu. Donc celui-là aussi se prononce ei, mais il n'a pas du tout le même sens. Il sert aussi à faire le verbe utsusu utsuru, qui veut dire projeter un reflet, projeter quelque chose. Et donc c'est le ei du mot eiga, qui veut dire un film, le cinéma, un film de cinéma. Utsuru, se refléter, être projeté, utsusu, projeter quelque chose. Haerubai, c'est plus rare comme prononciation. Euh, Moi, j'ai pensé que quand on faisait une projection de film, il ne fallait pas que le soleil rentre au centre de la pièce, parce que sinon, bah, on ne pouvait pas projeter, sinon on n'allait pas voir ce qu'on devait voir sur l'écran. Voilà. Ensuite, là, on va changer. On va changer. On va avoir le sol. Et en dessous du sol, je vais avoir deux grands traits comme ça. Et deux petits traits sur le côté. Alors en termes de sens, pas évident de choisir ce qu'on veut mettre en dessous comme sens. Il y en a qui disent que ça ressemble au katana, à l'épée. Il y en a qui trouvent que ça ressemble à chisai, vous voyez, avec juste un trait en plus, hein. Ça c'est petit avec juste en plus une jambe. Donc pas facile. Néanmoins, l'avantage c'est que ce kanji-là, il est très courant. Donc on va le voir souvent. Donc je pense que même si vous ne faites pas des nœuds au cerveau pour trouver une histoire mnémotechnique, vous allez le croiser assez pour que ça vous aide à mémoriser. Surtout, vous allez le voir en composant après, donc vous allez le revoir sans arrêt dans d'autres kanji, et ça va vous pousser à bien le retenir, ce kanji. C'est le kanji de la couleur rouge. La couleur rouge. Aka, la couleur rouge. Akai. Hein. Akaramu, rougir. Akaranda, il a rougi. Et on a les lectures Seki et Shaku du côté des lectures On. Donc quelque chose de rouge. Bon, on peut penser à la terre rouge, la terre battue rouge. Voilà, on peut se dire que c'est comme deux guiboles, quoi, qui soulèvent la terre battue rouge de. On peut penser à un match de tennis à Roland-Garros, par exemple, les guiboles de Nadal qui soulèvent la terre rouge hein, de part et d'autre. En tout cas, ça, c'est un kanji que vous allez voir vraiment, vraiment souvent. Et en tant que composant, on va aller plus loin que juste la couleur rouge pour avoir quelque chose de plus concret. On va se dire que c'est une pomme rouge. Ok? La pomme rouge. Heissig a juste mis la pomme, mais pensons à une pomme rouge. Comme ça, on retient à la fois le sens premier et le sens en tant que composant. Ok? Alors, je vais avoir ma pomme rouge à gauche. Et à droite, je vais avoir mon contremaître, le Taskmaster, le chef de corvée. Sinistre personnage à qui on avait associé des histoires plutôt tragiques. Hey, il ne me l'a pas reconnu. Alors, je l'ai retrouvé autrement. Pourquoi il ne me l'a pas reconnu? J'avais respecté l'ordre des traits. Hein. Bon, bref. Ce kanji-là va avoir essentiellement la lecture sha et représente le pardon, le fait
de pardonner à quelqu'un. Dieu sait que c'est pas toujours facile. N'oubliez pas que quand vous pardonnez, vous le faites pour vous. Pour vous, vous débarrasser de la rancœur, beaucoup plus que vous ne le faites pour les autres. Et quand on réfléchit comme ça, on pardonne beaucoup plus facilement. Ça nous fait du bien, en fait, de pardonner. Voilà. Donc, parce que le verbe yurusu, pour vouloir dire pardonner, on va plutôt utiliser un autre kanji qu'on a déjà vu. Voilà, voilà. On le trouve notamment dans le mot onsha, qui veut dire la pitié. Non, pas celui-là. Voilà. Ah oui, plus que la pitié, pardon. Ouais, vraiment le. Ouais, ça va beaucoup plus loin puisque c'est vraiment la grâce, une amnestie. Et je me suis un peu. C'est parce que j'ai pensé à Onchanaku qui veut dire sans pitié. Voilà, voilà. Donc, voilà. Après toutes ces tribulations qu'il a connues dans ses aventures précédentes, notre Taskmaster, notre vilain contremaître, est-ce qu'on peut imaginer lui pardonner? Difficile, hein. Mais si on lui pardonne, voilà, on peut lui pardonner d'ailleurs d'avoir essayé. Est-ce qu'on lui pardonne d'avoir essayé de donner une pomme rouge empoisonnée à Blanche-Neige? Hein. Ça peut être la pomme rouge empoisonnée de Blanche-Neige, ça peut être pas mal ça. À voir. À voir si on lui pardonne ou pas. Pour les kanji, on va retenir qu'on lui a pardonné en tout cas. Alors, et ce composant là, notre petite pomme rouge là, va être un petit peu raccourci du haut dans les kanji qu'on va voir maintenant. Donc, on va plus avoir la place pour faire toute une croix là-haut, hein. Donc, on va juste faire un petit chapeau de forme, et ensuite notre reste. Hop. Oh là là, je fais n'importe quoi. Pas tout à fait, non, je fais pas vraiment n'importe quoi d'ailleurs. Donc j'ai ma pomme rouge, et en dessous j'ai les jambes qui marchent. Moki. Et ça c'est un kanji très 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 courant. Très courant, c'est le kanji de l'adjectif hen qui veut dire étrange. Et c'est aussi le kanji du verbe kawaru qui veut dire se transformer, changer. Voilà, voilà. Donc c'est marrant, hein. Ce qui est changeant c'est considéré comme étrange, hein, parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça nous dit aussi pas mal de choses sur la culture japonaise, le fait que si t'es inhabituel, t'es étrange. On veut pas trop de toi. Je caricature, mais bon, il y a quand même pas mal de ça, hein. Voilà, voilà. Donc je marche et j'ai une pomme rouge. On peut se dire que on peut repenser à la méchante sorcière dans Blanche-Neige, hein, la méchante reine. Quand hein, quand elle a fait sa pomme rouge là, elle s'est transformée, hein, et et ensuite elle est allée à pied avec ses petites pattes, hein, jusqu'à la maison des sept nains pour aller donner sa pomme rouge. Donc voilà, je marche avec ma pomme rouge, mais qui marche avec la pomme rouge? Ah, mais oui, c'est la vilaine reine dans Sorcière. La vilaine reine dans Sorcière. La vilaine reine maléfique dans Blanche-Neige qui est allée apporter la pomme empoisonnée. La vilaine. Ok. Et elle s'est transformée, hein. Elle s'est transformée de façon un peu bizarre. Ok. Ensuite, à gauche, on va avoir un pied. Ashi. Un pied ou une jambe, hein, une jambe de bois, dit Monsieur Heissig. Et à droite, on va avoir notre petite pomme rouge. Là encore, la version plus compacte, sans la croix en haut. Ok, pas trop mal fait. Et il m'a été bien reconnu. Alors, ce kanji-là désigne des traces, des vestiges, des marques qui ont été laissées.
C'est le sens de ce mot-là, ato. Hein. C'est pas comme ato après. Ça, c'est un autre kanji. Là, c'est ato. On peut dire ashiato. Hein, des traces de pas. Ashiato, justement, avec le pied. Euh, et on a la lecture seki, comme dans. C'est pas le ki. Ouais, c'est le seki de kiseki, qui veut dire un miracle. Un miracle. Et on a aussi. Qu'est-ce qu'on a comme mot? Iseki aussi. Voilà, qui est plutôt ce qui a été laissé par une personne disparue, enfin, des restes, quoi. Des vestiges, pardon, ouais. Ouh, je confondais avec un peu des histoires d'héritage, là. Non, là, c'est vraiment les vestiges qui ont été abandonnés, qui ont été laissés. Donc voilà. On a un pied et on a rouge, la pomme rouge. Alors là, moi, j'ai pensé plus à la couleur rouge. J'ai pensé que à quelqu'un qui suivait les traces de pied d'un animal blessé, hein, qui était rouge, qui du coup, voilà, un chasseur en fait, voilà, qui recherchait un animal blessé, qui le pistait. Et comment il arrivait à le trouver? Bah, grâce aux traces de pas avec le pied qui était rouge, parce que la pauvre bête était blessée. Voilà comment je l'ai mémorisé celui-là. Ensuite, encore. Eh mais non, hihi. Non, 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 pardon. Là, on va refaire notre pomme rouge en haut. Et en dessous, je vais avoir un insecte. Un insecte, un ver dans la pomme. Pourquoi il y a un ver dans la pomme? Ce kanji signifie barbare. Hein. C'est le ban de Nanban, hein, qui veut dire les barbares du sud de la Chine. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pas un kanji méga courant. Mais on le trouve dans des noms de lieux chinois notamment. Donc quand même... Si, attends, il y avait un truc là. Il y avait un autre nom avec ce truc-là. Bah oui, Yaban, sauvage, barbare, voilà, hein, qui est dans la plaine. Les barbares de la plaine. Moi je pense à des Huns, à des envahisseurs mongols, Gengis Khan, tout ça. Bah voilà, et j'ai pensé que les Huns, les barbares, ils se baladaient avec des pommes, et que dans toutes les pommes, il y avait des gros insectes, il y avait plein de vers, hein, parce que c'était des barbares, quoi. Donc ils pouvaient pas, et que malgré ça, ils les mangeaient, quoi. Donc même s'ils n'avaient pas des conditions de conservation optimales pour les pommes. Voilà, voilà. Ah, et le suivant, c'est un kanji magnifique. Très joli. Donc on a encore notre pomme rouge en haut. Et en dessous, on a le cœur, l'état d'esprit. Kokoro. Et celui-là, vous l'aurez probablement reconnu, même si Jisho ne l'a pas reconnu pour moi. Ça, c'est le kanji de koi. Koi, l'amour, l'amour. Il y a deux kanji pour l'amour. Il y a koi et il y a ai. Et c'est pas exactement le même concept. Koi, c'est l'amour, entre guillemets, sentimental. Là où ai, c'est plus l'amour passion, l'amour un peu charnel, quoi. Voilà. On a aussi l'adjectif koichi qui veut dire ah, c'est quelque chose qui me manque, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Et sa lecture on, c'est donc pas koi. Hein. Koi, c'est une lecture kun. Et sa lecture on, on la trouve dans c'est ren. Et on trouve ça dans ren ai, justement, qui veut dire l'amour. Hein. Ren ai. L'amour passionné, passionnel et tout. Bon, hein, mon cœur qui bat la chamade et mon visage qui devient tout rouge comme une pomme, c'est l'amour. Voilà. Bon, là, notre histoire mnémotechnique. On n'a pas besoin d'aller chercher très très loin, n'est-ce pas? Ensuite. Ah, le suivant, on le trouve dans le nom d'un pays, en tout cas d'une zone géographique. Est-ce que c'est un vrai pays? C'est largement contesté par la Chine. Donc, vous voyez, on a l'eau à gauche. À droite, on a notre pomme rouge. Et en dessous, on a l'arc. Un arc.
l'arc et les flèches, Yumi. Et tout ça, ça nous fait une baie, un golfe, pas le golfe où on joue du golf, hein, mais un golfe dans lequel il y a de la mer, une baie. Et c'est le Wan de Taïwan, hein, c'est avant tout cette prononciation-là qu'on va voir. Irié, je vous avoue, je connais pas trop, ouais, non, c'est plutôt Wan hein, qu'on a. Hein, Wangan, la côte d'un golfe. Voilà, donc le Wan de Taïwan. Et moi, j'avais pensé à une histoire assez triste. Il y avait eu, il y a quelques années, un documentaire assez terrible sur une chasse rituelle aux dauphins qui avait lieu au Japon, qui s'appelait, le film, je l'ai pas vu, mais bon, j'ai juste vu des extraits, ça m'a suffisamment marqué, qui s'appelle The Cove, donc un peu comme le golfe, enfin la petite baie, quoi. Et c'est une baie dans laquelle chaque année sont tués des dizaines et des dizaines de dauphins. Et ça fait très mal au cœur quand on voit ça. Donc j'ai pensé à l'eau qui devenait rouge, parce que j'ai imaginé qu'il chassait les dauphins dans la baie avec un arc et des flèches. Donc voilà, comme ça m'a pas mal marqué cette image, je l'ai gardée en tête. Voilà. On va changer de couleur là un petit peu. On va changer de couleur. Là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ah oui, on va retrouver notre salade. Hop, hein, avec la clé des plantes et un trait en dessous là. En dessous, on va avoir une petite pousse de bambou, notre jeune pousse, hein, vous voyez, qui est comme la rizière, mais avec le trait qui dépasse au-dessus. Hein. Je ne l'ai pas très bien fait d'ailleurs, je vais le faire dépasser un peu plus. Hop, ce sera plus clair. Voilà. Notre petite pousse de bambou, et en dessous, deux petites pattes. Ça, c'est la couleur jaune. Hein, qu'on prononce ki, mais pas tout seul, on va dire ki iroi, qui veut dire jaune. Et on va avoir des lectures onko ou surtout o, comme par exemple avec ogon, qui veut dire l'or. L'or, ou la couleur dorée. Ogon. Voilà. Donc la couleur jaune. Moi j'ai pensé à une salade dans laquelle j'avais des pousses de bambou et des petites pattes de poulet de couleur jaune. Voilà, ou des petits. Est-ce que j'avais pensé à des petits épis de maïs? Bref, je me suis dans mon image mentale un truc jaune qui était dans ma petite salade. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des croûtons, ça peut être voilà, quelque chose qui vous plaît. Moi, c'était les pâtes de poulet là. Peut-être que c'était du poulet frit, un peu jaune, vous voyez. Et du coup, c'est resté la couleur jaune dans mon esprit. Et cette couleur jaune, on va la trouver là, dans le kanji qui vient, qui commence par la clé de l'arbre. Et donc l'arbre jaune. Bon, les proportions sont assez foireuses, mais je pense qu'il va quand même le reconnaître. Oups. Ouais. Il me l'a reconnu. Puisque les traits, c'était à peu près ça. Ça, c'est le kanji qui se prononce yoko, qui veut dire le côté, sur le côté, mis de côté. Yokogao, le profil. Avec cette lecture O, ouais, je connais un peu moins. Ouais. O, scène, une ligne horizontale. Hein. Donc c'est pas le yoko dans le sens le côté de quelque chose, je sais pas comment dire, c'est le fait d'être mis sur le côté. C'est vraiment cette position-là. Notamment quelque chose qui devrait être droit, qui est mis de façon horizontale. Donc yoko, comme yoko gao. Moi j'ai pensé qu'à un arbre qui était devenu tout jaune, parce qu'il était un peu pourri, puisqu'il allait pas bien, et que du coup il s'était effondré et qu'il était tombé sur le côté en travers de la route. C'est comme ça que j'ai gardé cette idée de mis sur le côté avec ce petit kanji. Ensuite, nous avons un nouveau composant. Eh oui, je vais vous le refaire depuis le début. On va faire une sorte de petite boîte, hein, où là, on commence par un F sur le côté, justement.
on ferme la boîte là. Et ensuite, on revient comme ça avec, hop, une petite remontée à la fin. Donc ça, c'est un composant. On ne va pas le retenir en tant que kanji, vraiment en tant que tel, même s'il existe en tant que kanji. Mais ça va être surtout un composant auquel on va donner le sens. Alors c'est vrai, quoi, c'est le tomoe quand même, mais je ne vais pas trop vous parler du tomoe, c'est quand même un concept un peu foireux. Enfin, je veux dire, c'est pas, vous n'en avez pas besoin. Enfin, je vais quand même vous montrer ce que c'est le tomoe. Ça ressemble. Il ne veut pas me le montrer, hein. Mais non, je veux pas une personne qui s'appelle Tomoe. Je vais vous montrer le Mitsudomoe. Voilà, ça c'est le symbole Mitsudomoe. Donc, et le Tomoe, c'est l'une de ces petites virgules là. C'est particulier, hein. Voilà. Il existe aussi avec seulement 2 symboles. Donc, avec l'idée de symbole, on va lui mettre le sens d'une petite mosaïque. Un petit morceau qui sert à faire d'autres choses. D'accord? Et le premier kanji dans lequel on va voir cette petite mosaïque va utiliser la clé des doigts à gauche. Et à droite, on a donc notre mosaïque. Donc j'ai mes doigts qui prennent de la mosaïque. Ça tombe bien. Peut-être pour carreler une salle de bain, ou voilà. Puisque le sens, hein, c'est le verbe en anglais grasp, qui veut donc dire saisir quelque chose. Le kanji lui-même ne nous sert pas à faire un verbe en particulier, mais avec cette idée de le fait d'avoir saisi quelque chose. Notamment dans le mot haaku, hein, qui veut dire saisir, agripper quelque chose. Aussi saisir dans le sens de comprendre. Donc voilà, moi j'ai pensé à je connais une mosaïste, donc j'ai pensé à elle. J'ai pensé qu'avec ses doigts et toute une grande dextérité, elle prenait des petites mosaïques pour faire des jolis objets, hein. Elle les saisissait dans ses doigts. Hein, la présence des doigts nous aide beaucoup. Donc voilà, imaginez que vous saisissez là, une petite mosaïque, faut bien pincer pour pas que ça se barre n'importe où. Ensuite, on commence par une petite serpe, une petite serpette là-haut, hein, qui veut aussi dire chose de ligoter. Et on a ligoté ensemble des mosaïques. Ou alors on a utilisé une serpe pour couper des mosaïques. Ça, c'est un kanji très courant, hein. On a parlé des couleurs. C'est le kanji qui désigne la couleur. Et oui, iro, iro desu. Et on a des lectures on qui sont shoku et shiki. Les deux sont assez courantes. Voilà. Mais bon, le plus courant, c'est bien sûr iro, la couleur. Hein, comme dans ki iroi, qui veut dire de couleur jaune. Donc j'ai ma petite serpette là qui me sert à casser peut-être des morceaux de mosaïque pour en faire des trucs plus petits, pour faire des œuvres de toutes les couleurs, quelque chose comme ça. J'ai encore pensé à ma mosaïste. Et ça me permettait de retenir ce kanji. Ensuite, notre couleur, on va la trouver dans le kanji qui vient, qui lui utilise la clé du fil. Fil, itohen à gauche, textile. Et à droite, j'ai ma couleur. Ok. Le fil, la couleur. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et c'est le verbe tatsu qui veut dire s'arrêter, s'interrompre. On a aussi la lecture on zetsu. Taeru, ça veut aussi dire s'arrêter, s'éteindre, comme par exemple pour une espèce animale. Quelque chose qui avait lieu, qui existait, puis qui n'existe plus. Donc on a le fil et on a la couleur. Et tout ça, ça s'arrête. C'est interrompu. Hein. On peut avoir l'idée d'une
d'une disparition, d'une interruption, euh, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais pensé à un fil de couleur dans une couture d'un vêtement. Vous voyez, une couture, bah, le fil il commence, puis après il s'interrompt, puis après il reprend, puis il s'interrompt. Voilà. Et donc l'idée de ce truc discontinu, oh, oh, comme en anglais, tout discontinue, ça veut dire arrêter quelque chose. Bah, l'idée de ce fil de couleur interrompu m'a bien aidé à mémoriser le sens de ce kanji. Ensuite. Tchoc. Ouh là là. On a un kanji qu'on avait vu il y a quelque temps qui voulait dire la. Comment dire? C'est quoi déjà? L'abondance de quelque chose, hein, qui commençait par kyoku en haut, une mélodie ou une courbe, et en dessous j'avais le haricot. Ça c'est l'abondance, yutaka. Et à droite, je vais avoir ma couleur. Que j'ai vachement bien dessiné. Oh là là. Il est beau ce kanji. Voilà. Cela étant, je le trouve assez beau ce kanji. Même si on ne le voit pas super souvent, puisqu'il désigne le lustre. Pas le lustre qui illumine la pièce, mais le vernis, hein, ce qui vient donner de la brillance à une autre matière qu'on met en surface. C'est le sens de tsuya. Et on a aussi cette lecture on qui est N. Donc ça, c'est un mot plutôt, c'est un kanji plutôt rare, hein. Je pense que Tsuya, on va souvent le voir écrit en kana aussi, hein. Il y a aussi une onomatopée, Tsuya, hein, qui veut dire quelque chose qui est bien lisse. Pensez vraiment, c'est vraiment des beaux cheveux noirs brillants. Ça, c'est Tsuya. C'est exactement ça. Des beaux cheveux noirs longs, asiatiques. Tsuya. Donc voilà. Moi, j'ai pensé que une personne qui avait une personne qui avait beaucoup d'argent, qui avait les choses en abondance, elle avait chez elle une très belle décoration avec des objets de toutes les couleurs, laqués, et donc qui étaient lustrés, très brillants. Donc c'est comme ça que j'ai fait dans ma tête une connexion entre des objets laqués, une idée de l'opulence et la brillance qu'il peut y avoir avec leur caractère un peu lustré. Ensuite, j'ai une partie du corps puisque j'ai la lune. Et à droite de la lune, la mosaïque. Donc là, j'ai plus la couleur, hein, j'ai la mosaïque toute seule. Donc la lune, partie du corps, et à droite, la mosaïque. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Un peu compliqué parce qu'on va faire de l'engrais. Voilà, de l'engrais. Voilà, l'engrais, vous savez, souvent c'est quand même plutôt du caca, hein, du caca d'animaux. On va se le dire clairement. Notamment, bah, on trouve avec la prononciation hi, on trouve dans taihi. Pas celui-là. Taihi, hein, qui veut dire du compost. Du compost. Donc voilà. Le lien avec la mosaïque, il est pas facile, hein. Ah, on a aussi ouais, koeru, qui veut dire devenir fertile. Aussi, c'est quand on améliore son goût en quelque chose, on peut dire koeru. Hein. Shita o koyasu, rendre fertile sa langue, littéralement, ça veut dire devenir un peu un fin gourmet. Voilà. Quelle histoire on peut avoir avec la mosaïque? Bah, euh, on peut penser ouais, on peut penser que dans la nature, pour fertiliser les sols, bah, il y a une grande variété, un peu comme une mosaïque de petites crottes. Vous pensez aux crottes de lapin, aux crottes d'hibou, aux crottes de biche, aux crottes de daim, aux crottes d'hippopotame, tout ça. Ça fait une jolie mosaïque
faite à partir de parties du corps qui vient fertiliser les sols. Voilà. Hein. On peut avoir cette idée-là, se dire que la mosaïque des crottes d'animaux, c'est fertile. Bon, on va y arriver. Ensuite, tchac, tchac, tchac. Alors, le kanji qui vient, pas facile de se faire du mnémotechnique dessus. Parce que on ne trouve pas trop tellement des composants dedans. Son sens, alors faut juste pas le confondre avec le kanji de vin, hein, qu'on avait déjà vu. Ça, c'est vin. Hein, hop. Vous voyez, là, on a un trait en plus au milieu. Et ce kanji veut dire sucré. Quelque chose qui est amai. Amai! Qu'est-ce que c'est sucré, hein? Les Japonais ont tendance à être assez sensibles au sucre parce que leur nourriture à eux n'est pas forcément tant que ça. Enfin, leurs sucreries le sont quand même. Mais souvent, les Japonais vont manger quelque chose chez nous et dire waouh, c'est vachement sucré, quoi. Nos desserts, tout ça. C'est assez fort. C'est des goûts parfois un peu trop prononcés pour certaines personnes japonaises qui aiment des choses un peu plus. Voilà, un peu moins acidulées, quoi. Hein. Amai. Et on a la lecture on qui est kan. Donc avec ce sucre, voilà, soit on peut essayer de retenir l'idée d'un petit de petits carreaux de sucre en cube là, des sucres en morceaux, ou une tablette de chocolat, quelque chose comme ça. Les sucres en morceaux, ça marche. Est-ce que en tant que composant, Reisig lui a pas donné le sens du sucré. Il lui a donné un sens de composant panier d'osier. Bon, je sais pas trop pourquoi. On peut imaginer que c'est une sorte de panier qui contient, voilà, que c'est un petit récipient qui contient nos petits carrés de sucre. Ça peut marcher. Hein. Bon, on va essayer. Si on essaye, du coup, on va avoir un premier kanji avec le fil, à gauche, le textile, et à droite, le sucre. Et alors, des fils sucrés, moi j'ai pensé à de la barbe à papa. Et de quelle couleur va être notre barbe à papa avec ce kanji? Eh bien, elle sera bleu marine. Et oui, c'est pas ce qu'il y a de plus habituel. Mais ça peut exister quand même. Si je cherche navy blue, cotton, candy. Ben voilà, regardez-moi. Ça existe, hein, le barbe à papa bleu. Donc, ça peut être voilà, un bleu assez prononcé. Hein. Et cette lecture, sa lecture, c'est kon. Il peut s'utiliser tout seul comme ça. Hein. Kon. Comme un nom, hein, plutôt que c'est pas un adjectif en a. Donc on va dire kon no toresu, par exemple. Voilà. Ensuite, ben vous savez quoi? On va s'arrêter là pour l'instant, les amis. Et ça va déjà être pas mal. Une bonne grosse séance. Voilà.